Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Après presque 3 semaines de pause de One Piece, on se retrouve enfin avec ce chapitre 992 de One Piece et ça fait du bien. Il est tout bonnement incroyable et nous a offert une scène finale des plus épiques. Alors avant de commencer cette review, comme toujours, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et laisser un petit like en fin de vidéo si vous l'avez apprécié. Après tout ça, on peut commencer. On débute avec 2 pages couleurs, la première celle du Jump qui révèle les couleurs officielles de Yamato. Elle a donc les cheveux blancs argent avec les bouts bleus turquoise qui rappellent beaucoup d'ailleurs celle du Dr Stone. De l'autre, Oda me confirme bien les couleurs de son kimono, rouge et blanc, rappel donc de la tenue traditionnelle des prêtresses que j'ai pu vous expliquer par le passé. On peut voir également que son cordage à la ceinture est identique à celui d'Oden. La seconde est un nouveau color spread assez simple mais joli. Tous les Mugiwara se retrouvent dans un train des mers rappelant le Puffington. Cette fois, Jinbei est officiellement considéré comme un Mugiwara à part entière. On note cependant certains détails intéressants et plus particulièrement sur Zoro, puisqu'en effet la couleur du Enma est confirmée une nouvelle fois comme étant violine. De l'autre, on peut le voir manger un bol de ramen et non d'Oden comme on peut le croire certains, mais la particularité notable se trouve sur le bol, puisqu'on y aperçoit la forme d'un dragon pouvant rappeler Kaido au clair de lune, alors que celui de Luffy arbore un cheval dont sa forme est la même que celle du kanji japonais. Alors pourquoi Oda a-t-il fait ça? Je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée. Sinon, excepté ça, certains détails en arrière-plan étaient très intéressants puisqu'on y retrouve 3 détails importants. Un château, un ours et un arc-en-ciel. Des éléments identiques à ceux d'une cover qu'avait faite Oda par le passé. Et c'est après ça que le rideau s'ouvre enfin avec la réunion de Big Mom, Marco et Perospero. Après cette fête expédiée à l'extérieur par Nico Robin, revoilà Mama qui semble n'avoir aucune séquelle notable de son combat. Elle intervient dans leur discussion pour annoncer que c'est bel et bien elle qui souhaite faire une alliance avec Kaido. Ce qui entraîne l'annulation du pacte entre Marco et Perospero. Big Mom a donc bel et bien un plan en tête, le tout est de découvrir lequel. Va-t-il s'agir d'une trahison de dernière minute pour pouvoir récupérer son rod poneglyph ainsi que King qu'elle convoitait par le passé? Ou est-ce encore plus grand que ça? Car il faut pas oublier qu'une partie de ses enfants, dont Katakuri, semble être restée à Whole Cake. Vont-ils alors débarquer à la dernière minute et créer un coup d'état? Est-ce que Mama abattra sa dernière carte révélant l'énigmatique dette que Kaido a envers elle par le passé? Ce qui semble ne faire aucun doute, c'est que Big Mom a bien pour elle de devenir reine des pirates par n'importe quel moyen. Et d'autant plus qu'elle termine sur ces mots, les hommes morts ne racontent pas d'histoire. Une véritable référence de l'univers pirate de l'ancien temps, qui signifie qu'une fois que quelqu'un est mort, il ne peut plus parler. Une excuse pirate standard pour ne laisser aucun survivant. Une très belle référence d'Oda qui indique ici que cette guerre pour le trône est sur le point de débuter à Wano Kuni. C'est ainsi que se clôt cette scène avec Carrot qui voit au loin l'homme qui a tué son ancien compère. Déterminée, elle court venger Pedro, mais cette fois la lune est à son apogée et pourrait laisser apparaître sa forme sous l'ongle. Et c'est en musique que la transition va se faire, où on y retrouve Black Maria fredonnant au shamisen l'histoire de 2 amants se retrouvant sous la lumière de la lune. Un récit qui rappelle vaguement celui de la célèbre fête des étoiles Tanabata, dont 2 amoureux, Vega et Altaïr, se retrouvent chaque année le 7e jour du 7e mois lunaire. Se pourrait-il finalement que le flyer avec les 2 grues s'unissant devant la lune soit le symbole de ce conte? D'autant qu'au même moment, Oda décide d'introduire Yamato, poursuivant Momonosuke, soit 2 personnages unis par le même âge et par un lien de parenté très fort. Simple hasard ou véritable signification cachée? En tout cas, ça pourrait avoir beaucoup de sens si c'était le cas. Les notes du shamisen se poursuivent pour nous mener au climax de ce chapitre. Ce son mélodieux est aussi omniprésent que durant la bataille qui opposa l'homme aux 100 bêtes face à l'impétueux seigneur stupide Oden Kozuki. On retrouve 20 ans plus tard à nouveau Kaido sous sa forme draconique faisant face au fourreau rouge déterminé à les vaincre. Un combat des plus épiques va alors se tenir. Et c'est après que Kinemon ait ouvert le bal par son attaque du renard en feu que Kaido déchaîne la foudre qui s'abat sur eux. Les autres fourreaux prennent alors le relais sous un cataclysme d'éléments et faisant preuve d'une coordination parfaite. Inuarashi laisse place à la danse du char rouge, laissant apparaître une ombre au clair de lune. Et ce n'est autre que Kawamatsu qui fonce sur Kaido pour lui assainir son style du Kappa, la rivière céleste. Le dragon serre alors ses griffes sur l'homme poisson, mais il est arrêté par Inuarashi en forme sous longue qui plonge sa lame dans le corps de la bête, suivi d'une attaque combinée des frères Izu et Kiku, envoyant une attaque
fulgurante de la neige persistante et des bagues du final. Malgré ce coup d'éclat spectaculaire et le sang qui jaillit, l'homme aux 100 bêtes se relève et envoie une nouvelle fois son ultime Boro Breath sur les fourreaux. Celui qui au commencement de Wano avait détruit le château de leur défunt maître se fait cette fois stopper par Raizu qui absorbe cette attaque grâce à sa technique de l'enroulement. Puis dans un second temps, renvoie cette attaque en parvenant à enrouler le dragon. Le ciel se déchaîne sous une neige rougeâtre. La colère du dragon est à son apogée. Comment est-il possible que ces hommes puissent le blesser sans même utiliser les techniques d'Oden? C'est alors que Kinemon, Shutendoji, Inuarashi et Denjiro laissent place aux souvenirs de leur maître. Eux qui refusaient par le passé de recevoir l'enseignement de leur maître, le Nitoryu, technique à 2 sabres, et l'ultime secret du Ryuo, se dressent aujourd'hui face à Kaido, muni de 2 sabres, et criant Oden Nitoryu, Togen Totsuka. Un hommage cinglant à leur défunt maître qui, 20 ans plus tôt, fit résonner le glas face à l'indestructible dragon, réouvrant la douloureuse cicatrice de la bête immortelle. Et c'est ainsi que se close cet ultime et majestueux chapitre. Waouh! Mais vraiment, ces pages sont tout bonnement des masterclass. Je le répéterai jamais assez, oh combien j'aime les fourreaux et oh combien je respecte Oda pour ses extraordinaires et spectaculaires et sublimissimes pages. C'est incroyable les frissons qu'ils parviennent à me donner avec à peine quelques cases, le respect des fourreaux rouges envers leur maître, leur hommage sacré est si pur et parfait. Je pense que j'aurai jamais assez de mots pour décrire ce qu'ils me font ressentir. Je peux qu'applaudir Oda vraiment et je pourrais pendant des heures vous dire à quel point j'aime ce chapitre. Mais il y a plus intéressant que ça parce que oui, au-delà des frissons, c'est surtout les détails ici qui vont nous intéresser. Le premier est avant tout qu'une nouvelle fois, Kaido parvient à utiliser une attaque de foudre. On avait pu voir un aperçu durant son affrontement final contre Luffy où, armé de son kanabo, il expédia avec une forme de haki entouré de foudre. De l'autre, on sait que son attaque Boro Breath est une attaque de feu, ce qui réunit ici 2 éléments naturels. Reste à savoir s'il sera en mesure d'utiliser l'élément terre ainsi que l'eau. Pour l'élément de la terre, un détail très intéressant pourrait appuyer cette idée. Dans ma théorie des cartes, j'ai pu mettre en lumière l'étrangeté de l'entrée de Wano. Petit récap juste ici. Pourtant, un phénomène étrange se produit en sombrant dans ses eaux. Que ce soit Luffy, Big Mom, le navire de Barbe Blanche ou même Nekomamuchi et Inuarashi enfants, tous échappèrent miraculeusement d'une noyade certaine et firent naufrage sur l'énigmatique plage de Kuri. Comme si une entité sous-marine veillait à ce que personne ne vienne troubler son repos et en conséquence repousser tout étranger à la surface. Se pourrait-il alors qu'il s'agisse là du légendaire roi dragon? Je vous expliquais donc qu'il pourrait s'agir d'un dragon sommeillant au fond des mers. Cependant, il existe bel et bien une légende qui pourrait appuyer mon hypothèse, celle du yokai Namazu, un poisson-chat géant vivant dans les profondeurs de la terre et sur lequel reposerait le Japon. C'est lui qui serait à l'origine de tous les séismes et tremblements de terre de ce pays. Pour le sceller, seul le dieu du tonnerre, Kashima, parvient à le maintenir en place grâce à son épée. Et auparavant, ce poisson-chat était incarné par un dragon. Il serait alors très intéressant qu'Oda introduise l'élément terre à Kaido, pouvant ainsi faire parallèle à cette histoire, ou même que ce poisson-chat dragon apparaisse par la suite. Concernant désormais l'élément de l'eau, comme on le sait au contact du froid, cet élément peut se transformer en neige-glace. Actuellement, Onigashima est une île hivernale, mais il existe également la montagne au centre de la capitale des fleurs, métaphore du mont Fuji, qui pourrait se révéler important par la suite. Par ailleurs, les légendes Shinto racontent qu'à son sommet, on y trouve l'élixir d'immortalité. Lier Kaido à ce pouvoir et à ce lieu serait alors très intéressant par la suite. Enfin, un dernier détail pouvant appuyer l'hypothèse de plusieurs éléments pour Kaido se trouve grâce à sa consoeur Big Mom. En effet, elle détient le pouvoir de la foudre à travers Zeus, celui du feu avec Prométhée, ainsi que l'eau représentée par son parapluie aperçu au chapitre 827 et 829. Et enfin la terre de par son pouvoir des âmes qui transforme les plantes et arbres en eau mise. Mais un autre détail était intéressant. On peut voir sur son Jolly Roger une métaphore des 4 éléments. La terre avec l'arbre, le soleil en haut à gauche, l'eau en bas à gauche et enfin le vent, l'air à droite. Il serait donc intéressant qu'un autre empereur tel que Kaido puisse à son tour bénéficier de ces mêmes atouts. La deuxième chose notable sur ces pages vont se concentrer sur les fourreaux. La première est une question qui a bouffé les doigts de beaucoup de fans. Comment les fourreaux ont-ils pu sortir une seconde épée? Alors certains diront tour de magie d'Oda, moi je dirais qu'il y a plusieurs possibilités. Déjà Kinemon porte habituellement 2 sabres. D'ailleurs lors de son affrontement contre Brook sur Punk
hasard, notre squelette faisait déjà référence au Nito-Ryu. Pour le reste, il est possible qu'il ait pu les ramasser au sol suite au combat des Minx contre l'équipage de Jack comme on peut le voir ici, ou que Kinemon ait pu leur donner grâce à son pouvoir, ou encore que cela provient des armes gardées par Ji Ukimaru et gardées secrètement par l'un des fourreaux. Il est donc très probable de toute manière qu'on ait une explication plus précise dans l'anime. L'autre détail intéressant est l'importance du Nito-Ryu. Même si Oda nous troll un peu avec Inuarashi vu que lui aurait pu utiliser le Sento-Ryu et faire concurrence à Zoro, on note qu'une nouvelle fois la technique à deux sabres prend une grande place dans cet arc. On l'a vu avant tout chez Zoro et sa technique Rashomon dans le train des mers, puis et surtout chez Oden, mais c'est à l'ouverture de Wano qu'Oda souhaite appuyer ce détail, puisqu'en effet ce n'était pas Oden qui était connu pour cette technique, mais bel et bien Orochi. Alors y a-t-il une véritable importance à maîtriser le Nito-Ryu? Là est toute la question, et ce chapitre donne d'autant plus matière à réfléchir. Mais poursuivons, on a pu voir que les fourreaux utilisaient la technique à deux sabres nommée Togen Totsuka. Il s'agit là de l'épée qui fut léguée à Momonosuke Ameno Abakiri. Son deuxième nom, Togen Totsuka, signifie littéralement l'épée tenue par 10 mains. Et ça, souvenez-vous, c'est une chose que j'ai pu dire dans l'une de mes précédentes théories. Je vous expliquais qu'il était possible que la symbolique de ce nom soit la métaphore des mains des 9 fourreaux, et la 10e, celle de Momonosuke. Si on analyse un peu le nom de cette épée, on peut voir qu'elle en possède plusieurs, dont un qui était véritablement intéressant puisqu'il s'agit de Sakagari no Tachi, qui se traduit littéralement par portée de 10 mains. Du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant de montrer que Momonosuke n'ayant pas assez de force pour tuer Orochi de sa seule main, celles de chacun des 9 fourreaux se joindront à lui pour le transpercer, formant ainsi les 10 mains de la légende. J'avais presque visé juste à une exception près, je pensais que cette attaque serait destinée à vaincre Orochi et non Kaido. Donc agréablement surprise de la part d'Oda parce que cette scène était tout simplement incroyable. De l'autre, la symbolique du nom, les 10 points de l'utopie, est très important, car une nouvelle fois ce terme est réintroduit à travers les Kozuki. Oden avait déjà donné ce nom à sa plantation, mais c'est un véritable coup du maître et surtout un message très poétique que souhaite donner Oda ici. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans ma vidéo Le message caché d'Oda dans l'arc Wano Kuni, l'Okioi est la thématique principale dont il s'est inspiré pour créer son arc. On y voit alors diverses références artistiques illustrées à travers les décors et les personnages. L'Ukiyo-e est donc un thème bien précis puisqu'il se traduit par monde flottant, éphémère, qui est en réalité le principe même chez les Japonais de l'utopie, un monde de rêve et de perfection où il faut vivre l'instant présent. Je trouvais donc bon de vous noter ça et vous dire à quel point Oda aimait le détail dans cet arc, car c'est une véritable philosophie de pensée picturale qu'il vous offre, et c'est ce qui peut nous mener à comprendre le principe même du Ryuo et comment les fourreaux sont parvenus à blesser Kaido. L'Ukiyo-e se résume ainsi: vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la feuille d'érable, ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage, mais dériver comme une calebasse sur la rivière, c'est ce qui s'appelle l'Ukiyo-e. Cette définition prend la même direction que celle que veut retranscrire le terme Tsunachi, une forme d'encouragement pour participer à une épreuve de courage. Abandonnez votre nom et votre esprit ici et maintenant. C'est au moment où les fourreaux ont scandé ce mot qu'ils sont parvenus pour la toute première fois à blesser Kaido. Car le secret est ici. Ils n'ont plus peur de mourir. De la même manière qu'Oden, en revenant au pays, a dit « Je ne vais pas mourir ». De la même manière que Roger disait à Irelie « Je ne vais pas mourir ». Et enfin, de la même manière que Luffy se tenant aux portes de la mort à Locktown et que Smoker fut choqué de voir qu'il n'avait pas peur de la mort. Là est tout le secret. Ne plus avoir peur de mourir. En déployant leur force d'affronter cette épée de Damoclès, les fourreaux sont parvenus à débloquer la véritable force du Ryuo. Ainsi, quand Hyogoro enseignait ça à Luffy en lui demandant de faire le vide en lui, c'était précisément pour les mêmes raisons. Tsunachi, l'Ukiyo-e, le Ryuo, les 10, cette force intérieure qui guide l'être à se dépasser et affronter son adversaire sans avoir peur de la mort, sans penser au lendemain, mais bel et bien à l'instant présent. Voilà pourquoi selon moi les fourreaux sont parvenus à toucher Kaido. Mais leur force ne suffit pas et c'est la raison pour laquelle Luffy se devra de le vaincre. Car comme je l'ai dit à de multiples reprises, il est l'élu. Mais bien au-delà de ça, il se doit de le vaincre pour devenir roi des pirates. Comme je vous le disais il y a de ça
2 ans, il est possible qu'au chapitre 999, Luffy meurt, faisant parallèle au chapitre 99, Luffy est mort. Ainsi, Luffy pourrait faire qu'une fois aux portes de la mort, il éveille totalement son Ryuo. Law pourrait alors user de son pouvoir, voire même de l'opération de jouvence, pour le ramener parmi eux. Et c'est ainsi, au retour de Luffy, qu'il offrirait son plus grand combat de tous les temps face à l'invincible bête Kaido. Mais là encore est toute l'ironie de cette histoire. Celle où Kaido, l'homme qui souhaitait tant mourir, comprenne finalement tout le sens caché derrière ce pouvoir et ce terme. Et que pour réaliser son souhait, il n'ait plus peur de mourir, écrit ainsi Tsunachi. C'est désormais la fin de cette review mes abonnés, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pris autant de plaisir à la voir que moi de la faire. C'était vraiment un excellent chapitre qui m'a mis des frissons de malade. Hâte en tout cas d'être la semaine prochaine puisqu'il n'y a pas de pause d'Oda. Et du côté de mes théories, je vous prépare une énorme vidéo avec un style totalement nouveau et innovant, donc j'espère aussi que ça va vous plaire. Pour ceux et celles qui souhaitent me rejoindre sur Discord pour me poser vos questions, jouer à Among Us, etc., le lien est disponible en barre d'infos. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez bien soin de vous et de vos proches, sincèrement, faites-leur savoir que vous les aimez durant cette période difficile parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!